Des idées universelles. Une idée est dite générale lorsqu'elle convient à plusieurs objets. Mais quand on dit qu'une idée est universelle, on ne veut point dire du tout qu'elle convienne à tous les objets, car il n'y a que les idées de possible ou d'être qui soient en ce cas, et elles sont bien abstraites et creuses. Et pour les idées d'espace, de temps, de cause, qui sont évidemment des relations, on ne peut point dire qu'elles appartiennent à quelque objet. On dirait mieux qu'elles sont nécessaires, c'est-à-dire que toute pensée les forme sans pouvoir les changer arbitrairement. Et puisqu'il y a des idées qui sont communes à tous les esprits, ce sont ces idées-là qui doivent être dites universelles, et l'on ne fera que revenir au commun usage. Car si l'on dit que quelque chose est généralement admis, cela veut dire que l'expérience y conduit la plupart des hommes, d'après des cas à peu près semblables. Au lieu que si l'on dit que quelque chose est universellement admis, on veut exprimer que cela est clair et indéniable pour tout esprit qui entend la question. Disons donc que ce n'est point parce qu'une idée est très générale qu'elle est universelle. L'idée sauvage de Manas, qui désigne une puissance invisible, cachée dans le tout visible ou quelque chose comme cela, est aussi générale qu'une idée peut l'être, mais la critique ne l'a pas encore reçue comme universelle. Entendez que nous n'apercevons pas de chemin assuré pour la comprendre. Mais l'idée de cercle, qui ne convient pas à tous les objets, convient au contraire à tous les esprits. Entendez qu'il y a des chemins pour amener n'importe quel pensant à former cette idée correctement. Elle doit donc être dite universelle. Les techniciens considèrent le plus souvent les idées comme générales. Ce sont alors des formules d'action qui sont bonnes aussi pour ceux qui ne le comprennent pas. Par exemple, une table de mortalité peut être utilisée par un homme qui ne serait nullement capable de l'établir, une table de logarithme de même. Mais il est clair que les idées prises ainsi ne sont plus des idées à proprement parler. L'idée véritable, dans ces cas-là, c'est la théorie démontrable, et qui s'impose à tout esprit convenablement préparé. Ce n'est point parce qu'elle est générale qu'elle est idée, mais bien parce qu'elle est universelle. Quand il n'y aurait qu'un objet circulaire dans l'expérience humaine, le cercle et le nombre pi n'en seraient pas moins des idées universelles. Et du reste, il n'y a point d'objet circulaire à parler rigoureusement. Le cercle est un moyen parmi d'autres qui permet d'approcher des formes réelles et de les déterminer de mieux en mieux. Peut-être pourrait-on dire qu'aucune idée n'est réellement générale, sinon pour l'usage de la commodité, mais que toute idée est toujours pensée comme universelle. Et si la première partie de cette formule est livrée aux discussions, la seconde ne reçoit pas la discussion. Autant que je pense est quelque chose, quelque obscur et inexprimable que soit ma pensée. Je pense pour tout esprit, et comme cette notion d'esprit hors de toute forme a quelque chose d'indéterminé, disons prudemment et avec sécurité que toute pensée est pensée pour l'esprit humain. C'est ainsi qu'un homme, qui se croit injustement traité, en appelle dans la solitude à quelque homme impartial, assuré qu'il est que si les hommes qui l'entourent ne s'accordent pas à son jugement, c'est qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas le comprendre. Et telle est l'idée qui se cache dans la preuve populaire, toujours invoquée, toujours contestée, du consentement universel. Il n'existe sans doute aucune question sur laquelle tous les hommes s'entendent, même concernant les opérations simples sur les 4 premiers nombres, car il y a des fous et des idiots, sans compter ceux qu'on ne peut consulter. Cela n'empêche pas que ce soit pour la foule entière des hommes présents et à venir que l'on forme n'importe quelle pensée, et à mesure que les démonstrations trouvent accès auprès des hommes attentifs et assez préparés, l'idée devient humaine. On voit encore par là quel appui on trouve pour penser comme il faut dans l'accord des plus grands esprits des siècles passés, et que, de toute façon, il faut que cet accord se fasse, ou que l'on cherche ou s'aperçoive quelques moyens de le faire, car réfuter, c'est se réfuter. Par cette raison, les expressions en même temps puériles et fortes des auteurs les plus éloignés de nous doivent finalement être reconnues comme faisant partie de bien commun, entendez de l'esprit commun. Si Platon déraisonne, ou Homère, ou l'imitation, il n'y a plus d'esprit humain. Qui n'a pas su vaincre les différences, les métaphores et les mythes, et enfin y trouver l'esprit commun, ne sait point penser. La culture littéraire va donc bien plus loin qu'on ne croit. De l'analogie et de la ressemblance. Un cheval de bronze ressemble à un cheval et est analogue à un homme de bronze. Dans cet exemple, on comprend que le mot analogie a conservé son sens ancien. Il désigne non pas une communauté de caractères qui disposerait le corps de la même manière, soit pour le sentir, soit pour l'agir, mais bien une identité de rapport qui parle à l'entendement seul. C'est pourquoi les analogies les plus parfaites sont aussi les plus cachées. Il y a analogie entre la self-induction, induction et à la masse, sans aucune ressemblance. Analogie entre une route en pente et une vis, presque sans ressemblance, entre la vis et le moulin à vent, entre l'engrenage et le levier,
entre courant électrique et canalisation hydraulique, mais qu'on se garde d'inventer ici quelques ressemblances, de peur de substituer l'imagination à l'entendement. Analogie aussi entre chute de gravitation, analogie entre oxydation, combustion, respiration. Analogie encore entre une réaction exothermique et la chute d'un poids, entre un corps chimiquement inerte et un poids par terre. Analogie entre un aimant et un solénoïde, entre les ondes hertziennes et la lumière. Analogie entre les sections coniques et l'équation générale du second degré, entre une tangente et une dérivée, entre une parabole et la suite des carrés. Cette énumération d'exemples en désordre est pour faire apercevoir l'étendue et les difficultés de la question, et aussi pour écarter l'idée d'un système des analogies impossible à présenter sans d'immenses développements. En réfléchissant sur ces exemples, on peut comprendre d'abord que les analogies sont quelquefois sans aucune ressemblance, quelquefois compliquées par des ressemblances grossières propres à égarer l'esprit et à lui faire prendre une comparaison pour une preuve. Aussi que certaines analogies sont en quelque sorte constatées par des expériences apprêtées dont les travaux de Faraday donnent un bon exemple, d'autres fois saisies par un observateur puissant et toujours reconstruites d'après quelques formes simples qui dessinent alors des faits nouveaux, comme lorsque Newton voulut dire que la Lune tombe sur la Terre, d'autres fois enfin construites presque à l'état de pureté au moyen d'objets convenables, comme points et lignes sur le papier. On peut s'assurer, même par réflexion sommaire, que la source de l'analogie et les modèles de l'analogie se trouvent dans les mathématiques la plus haute, où les ressemblances sont alors éliminées, ne laissant plus subsister que l'identité des rapports dans la différence des objets. Je dois avertir ici qu'il convient d'appeler objets les figures du géomètre et les signes de l'algébriste, et encore est-il vrai de dire que la géométrie offre à l'imagination de fausses preuves par ressemblance. Ce n'est sans doute que dans la plus haute mathématique que s'exercent les yeux de l'observateur comme il faut, par la sévérité des signes. Ensuite, physicien, mathématicien d'abord. Maxwell connaissait ces pièges lorsqu'il représentait l'induction électrique comme une grosse masse sphérique entre deux petites. Ce modèle mécanique était assez grossier pour ne tromper personne. Il y a sans doute un art, mais bien caché, d'amuser l'imagination de façon qu'elle marche d'une certaine manière avec l'entendement, sans que leurs chemins se rencontrent. Le mieux en cette question, non assez élucidée, est d'accumuler des exemples très simples. Une montre ressemble à un voltmètre, mais n'est nullement analogue. Un voltmètre est analogue à un électroaimant, mais n'y ressemble pas. Un thermomètre ressemble à un baromètre, sans aucune analogie. Un baromètre à cadran ressemble à une horloge, sans aucune analogie. Au contraire, un baromètre à cadran est analogue à un baromètre à mercure, sans ressemblance. La conclusion de tous ces exemples est que l'analogie est dans l'ordre de l'entendement bien au-dessus de la ressemblance. Et Aristote l'a bien défini comme une identité de rapport. Par exemple, il y a le même rapport entre un homme de bronze et un homme qu'entre un cheval de bronze et un cheval. Même rapport entre un portrait d'homme et l'homme qu'entre un portrait et l'objet représenté. Une gravure ne ressemble pas à une autre gravure, mais lui est analogue. Et l'analyse se fonde sur le langage et sur le bon usage des mots. La doctrine ne prend de la portée que dans les mathématiques, qui peuvent passer pour un système d'analogie. Il est donc vrai que l'analogie est une méthode de grande valeur dans les sciences, mais il faut bien l'entendre, en cela consiste toute la difficulté. Par exemple, c'est une erreur de considérer l'analogie comme une ressemblance imparfaite. La ressemblance n'a pas de valeur dans les sciences. Du concept. On ne peut éviter de traiter ici la question des genres qui a tant divisé les écoles. Il suffit d'examiner les pensées les plus communes pour apercevoir que les hommes pensent par idée générale et même que la plupart de leurs erreurs viennent d'une généralisation téméraire. Comme on voit que maintenant la seule supposition d'un homme est allemand suffit pour qu'on lui prête des passions et même des vertus qu'il n'a peut-être pas. Cette question se trouve beaucoup éclairée si l'on se fait une idée passable de la fonction d'abstraire et de la fonction de généraliser. Voici le principal de l'idée. Qu'on n'aille pas croire que l'homme qui est abstrait se sépare de l'autre terme que l'on nomme concret. En réalité, le concret n'est nullement donné ni facile à connaître. C'est le grand problème pour un médecin de découvrir le concret, c'est-à-dire le malade singulier qu'il a sous les yeux. D'où l'on tirera assez vite une proposition bien cachée, c'est que tout progrès de la connaissance va de l'abstrait au concret. De l'abstrait, on déduit un ou deux caractères, par exemple de l'abstrait philosophe, on tire quelques conclusions de façon à juger si Socrate ou Aristote ou Descartes est le meilleur exemple du philosophe. C'est ainsi qu'on les compare, et qu'on fait toute comparaison sous la lumière du jar, pendu en quelque sorte au-dessus des exemples. Songez seulement au jar homme et à ce qu'on a conclu, disant
que telle action est inhumaine, c'est-à-dire étrangère au genre, ou bien que, comme a dit Napoléon, M. Goethe était un homme, ce qui veut dire le plus conforme au genre humain, c'est-à-dire à un ensemble abstrait. La discussion là-dessus est loin d'être close, car si on pouvait définir l'homme abstrait, on posséderait un précieux modèle d'humanité que vous découvrirez en éclair, être Dieu lui-même, Dieu fait homme. Quelle belle expression! Cela veut dire qu'une fois en temps de siècle, le modèle humain a existé concrètement, ce qui en effet devait sauver et a sauvé l'humanité, ou si l'on veut, à renouveler la condition humaine et la relever et consoler. Bel exemple d'un genre étendu sur une humanité égarée et perdue, et lui montrant en quelque sorte son chemin. Cette remarque est propre à faire entendre que la religion n'est autre qu'une mythologie vraie, c'est-à-dire depuis 20 siècles une histoire merveilleuse qui éclaire et relève les hommes et promet la paix. Au fond, les passions guerrières n'hésiteront pas à prouver que l'ennemi n'appartient pas à l'humanité. Encore une fois, voyez comment notre jugement se sert du genre pour discriminer les individus. Pour ma part, je considère Descartes comme un admirable type d'homme ou modèle d'homme, mais je crois que Platon est encore plus près d'être un dieu. Et aussi le nomme-t-on le divin Platon. La question des genres étant ainsi présentée, et tout progrès de la connaissance allant de l'abstrait au concret, il n'y a plus à demander pourquoi nous faisons des abstractions. C'est ce que nous pouvons mieux. C'est que nous ne pouvons mieux. Il nous faut commencer par là. J'aperçois un être en mouvement au loin sur la route. Et me voilà à chercher le genre auquel il appartient. C'est, me dis-je, un cheval, ou un bœuf, ou une femme. Ces corrections reviennent à changer le genre, ce qui permettra de mieux prévoir. Imaginez l'assassin au bord d'un bois, qui croit voir venir deux gendarmes. Le genre le frappe au cœur. Il y va de toute sa vie. Notre recherche ne va donc pas, comme on dit trop vite, des cas particuliers à l'idée abstraite. Cette marche ne nous avancerait guère, car si nous avons la connaissance concrète, que nous manque-t-il? Quelques astronomes ont formé la connaissance concrète de la marée et après, cela ils se souciaient fort peu de généralité. Car le difficile, c'est de connaître la marée comme elle est, de ses mouvements par ses causes, par ses apparences et par ses effets. Venons au concept, car c'est l'objet de ce chapitre. On nomme concept un genre qui n'est que genre. C'est donc une construction abstraite qui prétend nous aider à connaître le réel. La mathématique entend bien nous apprend à connaître les formes réelles par le chemin des formes abstraites. Mais le disciple résiste souvent là, ne voyant à quoi mènent des formes comme l'ellipse et la parabole, alors que l'on sait que l'ellipse a seule fourni la forme remplaçante du cercle insuffisant. Ceux qui ne saisissent pas ce rapport, que les stoïciens nommaient bien saisissant, leur fantaisie cataleptique, diront que l'ellipse n'est qu'un concept, et c'est d'ailleurs vrai, car aucun astre ne décrit une ellipse, aucun astre ne ferme même sa courbe. L'astronome est dans l'abstrait et saisit le concret par l'abstrait. Dans les problèmes de la morale, il arrive souvent que le disciple croit apercevoir que la justice n'est qu'un concept, et l'égalité de même. Et Aristote a bien vu que Socrate, par ses investigations de morale, allait à découvrir les genres éternels dont Platon a fait sa gloire. Les impies qui nient Dieu ne font que soutenir que Dieu n'est après tout qu'un concept. Et combien pensent que la démocratie de Périclès n'est après tout qu'un concept? On saisira très bien dans cet exemple la source des hérésies et le sens réel de l'athéisme. Vous remarquez que ce sujet nous entraîne en toute région et dessine même toute la métaphysique. Y a-t-il, demandé les docteurs scolastiques, y a-t-il des concepts? Ou bien ne sont-ce pas plutôt des conceptions formées par l'homme selon son désir, ce qui d'ailleurs le juge, car c'est Dieu qui est juge. En ce sens, l'athéisme serait le crime des crimes, la négation du crime, comme Hegel aime à dire. Disons pour conclure provisoirement que la formation des concepts est l'étude du sage, pourvu qu'il rapproche le concept de l'objet concret. Toute la formation de l'esprit consiste à former des concepts qui saisissent quelque chose, dont le modèle se trouve dans la géométrie. L'homme forme des concepts parce qu'il ne peut mieux. C'est la manière du génie humain de dessiner d'abord la coupole et ensuite de la poser sur des piliers. Cette comparaison inspirée par l'histoire de l'église Saint-Pierre à Rome est excellente si l'on veut se représenter les coups de génie pensant qu'il n'est peut-être guère autre chose que le génie artistique. Celui qui a conçu la voûte a créé une quantité de formes belles dont la suite merveilleuse n'est pas finie. Pont, coupole, aqueduc, etc. L'homme est un animal qui fait d'abord un plan toujours trop grand et qui se plaît sous ces merveilleux abris où vous remarquerez que le Dieu loge toujours si peu que le temple soit digne de lui. De l'hypothèse et de la conjecture.
L'esprit du lecteur est sans doute assez préparé maintenant à ne plus confondre les hypothèses, qui sont des formes de l'entendement selon les lois, avec les conjectures, qui sont des jeux d'imagination plus ou moins réglés. Le juge ne fait que conjecture quand il suppose que tel accusé est coupable, ou qu'il s'est échappé par la fenêtre, ou que telles empreintes viennent de lui. Mais s'il relie selon la mécanique une position du couteau avec une attitude de l'assassin, il fait une espèce d'hypothèse, reconstruisant un mouvement d'après deux vestiges, car le mouvement est toujours de l'esprit, toujours reconstruit. C'est la forme du changement, et le changement sensible est la matière du mouvement. Mais les hypothèses véritables sont rares dans les recherches de ce genre. Le médecin, quand il suppose que c'est le chloroforme qui avait endormi la victime, fait une conjecture. Mais s'il se construit quelque idée par molécule, s'échange de l'action du chloroforme sur les nerfs, c'est alors une véritable hypothèse. On voit d'après cela que la conjecture pose une existence et l'hypothèse une naissance. Et l'on voit aussi que les sciences ne sont que trop chargées de conjectures. Disons une bonne fois qu'une existence ne doit jamais être posée ni supposée, mais seulement constatée. Celui qui réfléchira là-dessus avec un peu de suite découvrira de la confusion en ce temps jusque dans les meilleurs livres. Demander si une hypothèse est vraie ou fausse, c'est demander si le cercle existe. Mais ce qui existe, c'est telle roue, saisie par la forme cercle, ou tel astre, saisi par la forme elliptique, et d'abord déterminé par les formes sphères, équateurs, méridiens. Pendant le temps que vous voulez repousser cette idée, demandez-vous si les axes et les vecteurs de Maxwell, et ses contours et ses tubes, ne lui apportent pas le même genre de secours, tout à fait comme la distance, bien plus simplement, explique la perspective et les effets de parallaxe. La force, tant de fois méconnue, offre encore un bon exemple, mais il faut la joindre au système des formes, hors duquel elle n'a point de sens, car une droite ne part pas d'un caillou, mais d'un point et ne se limite pas à un champ, mais une surface. Il y a peu de mouvements qui ne soient retardés, accélérés ou infléchis. À la rigueur, il y en a point. Le mouvement uniforme est une idée, si on le construit selon l'inertie seulement. C'est un mouvement non relié, qui n'est donc nulle part. Mais l'entendement le pose comme élément, c'est la droite de la mécanique. Partant de quoi est définie la vitesse, qui ne saisit encore rien au monde. Mais patience, la vitesse permet de définir la vitesse de la vitesse, ou l'accélération, par où l'on définit pour la masse posée invariable des forces égales, inégales, mesurables. Après quoi, pour une force posée invariable, on définit par l'accélération toujours des masses égales, inégales, mesurables. Voilà de quoi saisir un bon nombre de mouvements liés, comme les chutes et gravitations en font voir. Mais sans ces formes, ou peut-être d'autres, toujours de même source, on ne saura pas plus saisir le plus simple des mouvements réels que le pâtre ne saura déterminer les apparences célestes, sans alignement ni cercle. Considérez maintenant cette force, toujours entre deux mobiles, relation non-chose, nullement effort dans le bras, nullement tendance ni tension interne dans aucune chose, car ces images, trop communes même dans les ouvrages composés, ne sont que fétichisme et qualité occulte, comme lorsqu'on disait que le poids de la pierre était en elle comme une disposition à tomber, comme un sentiment ou une pensée, autant dire. Ce sont des pensées de sauvages. L'atome est encore une belle hypothèse qui exprime justement que dans un système selon la vraie science, il n'y a rien d'intérieur à rien, ni de ramassé, mais que tout est relation externe. Aussi, la grandeur n'a rien à voir avec l'atome. Par l'idée de l'atome est posé simplement un corps dans l'intérieur duquel il n'y a rien à considérer. Demandez-vous après cela s'il existe des atomes, et courez même les voir chez quelques montreurs d'atomes. Vous demanderez en même temps à voir le méridien et l'équateur. L'hypothèse signifie l'idée dans la recherche, et la seule question qui intéresse ici est de savoir pourquoi une hypothèse est bonne, pourquoi elle vaut mieux qu'une autre. Si vous parcourez les pages célèbres d'Henri Poincaré sur ce sujet-ci, vous verrez que la netteté et la simplicité y manquent. Auguste Comte est unique là-dessus, ayant découvert que les sciences forment une série de 6 fondamentales: mathématiques, astronomie, physique, chimie, biologie, sociologie. Tout dans cette série est clair pour vous, si ce n'est que la sociologie, autre nom de la politique, ne vous est pas assez familière. Hors de cette idée, et concernant les hypothèses, voici ce que le bon sens et l'histoire suggèrent. Une science dépend de celle qui la précède, biologie, de chimie, physique et d'astronomie, en ce sens que les découvertes de la précédente fournissent des hypothèses de la suivante. Ainsi, les hypothèses biologiques sont naturellement chimiques. La chaleur animale ne peut résulter que d'une réaction chimique, exothermique, c'est-à-dire qui dégage de la chaleur. Les hypothèses de la physique sont astronomiques, par exemple les corpuscules gravitants que l'on suppose dans les gaz et ainsi du reste. Il est permis d'affirmer sur la foi de Comte
qui savait des sciences. Il n'est pas nécessaire de trouver autant d'exemples que de paroles comme il faudrait. Ainsi, le grand secret des hypothèses tient dans cette formule très simple, expliquer l'inconnu d'après le connu. Quant aux conjectures, elles donnent lieu à des développements faciles. Supposition et le genre hypothèse et conjecture sont les espèces. Par exemple, la supposition que la planète Mars est habitée n'est nullement une hypothèse, car elle n'est pas pour fin de ramener l'inconnu au connu. Surtout, ne ramenez pas l'analogie, laissez là sa définition un peu sévère. Autrement, on pourrait bien dire que c'est l'analogie entre la Terre, le connu, et Mars, l'inconnu, qui suggère la supposition que Mars soit habité. Développez cela, et cela vous plaît, si cela vous plaît. Mais il vaut mieux se rapporter à la rigueur des formules de Comte, et dire que la supposition d'habitants dans Mars n'est pas mieux connue qu'une autre, et qu'ainsi il y aura de grandes recherches téméraires pour éclairer ce simple énoncé. Il se peut que d'aventure la science découvre des vérités par ce moyen. Au fond, s'il y a des habitants dans Mars, ce n'est pas une vérité, non, mais il y aura une vérité de cette physiologie quand on recevra des perceptions suffisantes. Nous entrons ici dans l'obscurité que l'idée de vérité porte avec elle. On peut se préparer utilement à la philosophie, sans se fatiguer prématurément à de telles subtilités. Un autre exemple, pour vous redresser, celui qui suppose dans une montre une petite bête enfermée ne fait point du tout une hypothèse. Il va même contre la loi, car il prend à la biologie une hypothèse physique. Et il substitue au problème posé un problème bien plus difficile, c'est celui de la petite bête, de la vie, de l'âme, etc. La vraie marche est au contraire de faire en biologie l'hypothèse du pur mécanisme, c'est-à-dire que le vivant, vase clos, doit se comporter comme tout vase selon la chimie et la physique, sans autre principe du mouvement qu'une conservation d'énergie ou une dissipation de chaleur. On irait sans fin dans ce développement, et je juge que le disciple peut bien